Bienvenue sur Radio Kunafoni, la voix de l'info, la pulse des actus. Écoutez les nouvelles, le monde à portée, chaque heure, chaque jour. Des nouvelles qui bougent, des récits qui inspirent. Sur Radio Kunafoni, l'actualité prend vie. Culture, sport et société, chaque jour, chaque seconde, on vous informe. Radio Kunafoni, la voix de l'info, connectée à l'infini. Écoutez, réagissez, partagez vos idées. Avec nous, votre monde s'éveille. Radio Kunafoni, ensemble, on avance pour une actualité riche, vibrante et en cadence. Sur les ondes, entrez dans l'action. C'est l'heure de l'info, c'est Radio Kunafoni. Depuis quelques jours, le monde observe un tournant majeur. Les États-Unis et l'Iran ont signé un accord cadre présenté comme une étape décisive vers la fin de la guerre au Moyen-Orient, avec un cessez-le-feu et la sécurisation du détroit d'Ormuz par où transite une grande partie du pétrole mondial. Résultat, les marchés se détendent, le baril recule, les bourses respirent. On parle déjà de baisse de tension, de soulagement pour l'économie mondiale. Mais une question nous intéresse ici sur Radio Kunafoni. Qu'est-ce que tout cela change pour l'Afrique, pour le Mali, pour le Sahel et pour le portefeuille des Africains et de leur diaspora? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau l'économiste malien Modibo Mao Makalou, économiste formé au Canada et aux États-Unis, ancien responsable à la présidence du Mali. Aujourd'hui à la tête de IBS Mali, il travaille depuis des années sur la souveraineté économique, l'intégration régionale, la réforme des politiques publiques et la protection des couches vulnérables. Monsieur Modibo Makalou, bonsoir encore une fois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Madame Nientao de m'avoir invité. Toujours un plaisir. Et pour ouvrir ce grand débat ce soir, quand on regarde cet accord cadre entre les États-Unis et l'Iran avec la dimension pétrole et la réaction des marchés, quelle est votre lecture en tant qu'économiste africain? Merci bien. Bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Nous les remercions. Donc, évidemment, c'est une bonne nouvelle. C'est une détente parce que ça fait quand même 15 semaines que nous sommes dans ce conflit au Moyen-Orient qui a perturbé le monde entier, les marchés, les économies, la paix sociale. Et comme vous le savez, évidemment, avec cet accord cadre, ça permet quand même d'entrevoir un début de détente. Et je pense que c'est une très bonne chose, même si, évidemment, les discussions vont se poursuivre et que les négociations doivent être finalisées. Mais je vois de part et d'autre quand même qu'il y a une bonne foi parmi les partis qui négocient et qu'il y a un air d'optimisme. Mais comme vous l'avez dit, on a ressenti immédiatement les prix, le baril du pétrole est autour de $80. Et vous savez, à la veille du conflit le 28 février 2026, le baril était à environ $70 et nous étions quand même montés jusqu'à $120. Donc ça veut dire quand même que nous sommes sur une bonne trajectoire. Et vous avez parlé du détroit d'Ormuz, qui est quand même un passage très important pour le commerce mondial, parce qu'il y a quand même environ 20 millions de barils de pétrole qui passent par jour, qui approvisionnent à 80% l'Asie, qui est quand même l'usine du monde, mais qui approvisionne aussi l'Afrique non seulement en produits pétroliers, mais en produits gaziers et en produits pétrochimiques, et même en aluminium, parce qu'il y a beaucoup de fonderies au niveau du Moyen-Orient qui exportent vers l'Asie et d'autres marchés. Donc, c'est pour vous dire que, mais j'ai oublié de dire, il y a aussi les engrais azotés surtout, et les fertilisants. Donc, vous savez, la saison des pluies a commencé en Asie et commence en Afrique. Donc, évidemment, cela va permettre de faire baisser les prix des intrants. Et ça, c'est une bonne chose pour les denrées alimentaires et les produits agricoles. Parce que avec une baisse du prix des intrants, évidemment, ça veut dire que les prix seront accessibles pour les populations, surtout les populations les plus vulnérables. Donc, l'un dans l'autre, je pense aussi, parce que quand même, l'Afrique, même si elle produit quand même 10 millions de barils de pétrole, mais c'est du pétrole brut que nous raffinons très peu, à part la raffinerie Dangote qui est nouvelle, qui vient d'être inaugurée il y a 2 ans, mais qui produit 650 000 barils de pétrole par jour par rapport à 10 millions qui sont produits en Afrique. Il y a 600 000 barils de pétrole raffinés qui sont destinés à l'Afrique, qui passent par le détroit d'Ormuz, qui vont être de nouveau disponibles. Donc, je pense que tout cela laisse entrevoir
quand même des bonnes choses pour l'Afrique, des bonnes nouvelles pour l'Afrique. J'aimerais surtout rappeler qu'il y a en Afrique 38 pays sur les 54 qui sont importateurs nets de produits pétroliers. D'accord, merci Monsieur Makalou. Vous venez de dire tout à l'heure les avantages et puis pas trop d'inconvénients, même si le prix du pétrole baissait sur les marchés, malgré que l'Afrique est entre la dette. On souffre entre la dette et la grande dette qui est sur nous et ces producteurs qui font du pétrole. Et est-ce que ça n'a pas aussi un impact, ça peut pas avoir aussi, même si le marché est ouvert, le fait que le prix du pétrole va baisser ne serait pas un inconvénient sur l'économie africaine? En partie, je vous ai dit parce qu'il y a beaucoup plus de pays importateurs que de pays exportateurs. Il y a environ une dizaine de pays qui exportent, mais vous en avez 38 qui importent, c'est-à-dire qui achètent, qui n'ont pas une goutte de pétrole chez eux et qui doivent l'acheter en dehors de chez eux. Donc c'est cela la difficulté. Et vous savez, madame, la difficulté avec le pétrole, c'est que quand le prix du baril de pétrole augmente, le pétrole est un déterminant essentiel du prix de l'inflation, c'est-à-dire la hausse généralisée des prix et des biens de consommation courante. Donc, qui dit inflation parle du pouvoir d'achat, maintenir le pouvoir d'achat des populations. Absolument, absolument. Si votre revenu stagne ou baisse et pendant que les prix augmentent, évidemment, vous allez être de plus en plus vulnérable. Et malheureusement, c'est ce que nous constatons avec cette inflation qui concerne en Afrique surtout le prix de l'énergie, c'est-à-dire le prix des transports. N'oublions pas que 80% du commerce maritime et du commerce mondial se fait par fret maritime. Bon, vous avez aussi le fret aérien, le fret terrestre, et vous avez 16 pays comme 16 pays dans toute l'Afrique qui sont des pays enclavés, qui n'ont pas de façade maritime, comme le Mali, le Burkina, le Niger, et qui sont obligés de dépendre de leurs pays voisins qui ont des façades maritimes. Et donc, vous voyez que donc, ces pays dépendent pour leurs importations et leurs exportations, c'est-à-dire ceux qui achètent à l'extérieur comme produit et ceux qui vendent à l'extérieur comme produit, ben, évidemment, ils dépendent de la façade maritime et de ses surcoûts. Donc, vous voyez que le pétrole joue un rôle essentiel, non seulement dans l'énergie, les transports, mais aussi l'alimentation. On a parlé des fertilisants, les intrants agricoles et tout cela, et même l'habitation, que ce soit la climatisation ou le chauffage, et la cuisson aussi. Nous n'en avons pas parlé, le gaz butane, qui est un élément essentiel pour la cuisson. Et vous savez qu'en Afrique, nous avons environ 900 millions de personnes qui n'ont pas accès à des moyens de cuisson modernes. Et cela a un impact terrible sur l'environnement parce qu'on dépend du bois de chauffe, du charbon. Tout cela détruit l'environnement et l'Afrique est le continent le plus chaud de tous les continents. Et évidemment, donc, 40% des Africains n'ont pas accès à de l'énergie. Ça, c'est environ 600 millions de personnes aussi. Donc, ça veut dire que les défis sont quand même assez nombreux en Afrique, en plus du manque d'accès à l'énergie. Vous venez de parler aussi, vous venez d'énumérer beaucoup de défis par rapport à la baisse du prix du baril sur le marché. Mais je veux qu'on reparte encore en arrière sur cet accord cadre. On a vu des réactions aujourd'hui malgré la réjouissance de tous les marchés internationaux, mais il y a quand même toujours des craintes et des doutes par rapport même à la durabilité de cet accord. Alors, qu'est-ce qui pour vous est le plus important dans ce texte, le cessez-le-feu, les détroits d'Ormuz ou la question des sanctions? Oui, moi je comprends ça. Il y a évidemment cette guerre, ce conflit devait faire, on avait parlé de 48 heures, mais on est dans la 15e semaine. Évidemment, il faut qu'il y ait des doutes. Mais vous savez, il y a Machiavel qui disait on commence une guerre quand on veut et on l'arrête quand on peut. Et Clémenceau aussi disait c'est plus facile de faire la guerre que la paix. Donc vous voyez que les défis sont quand même assez poussés pour faire revenir la paix. Mais ce qui est sûr, c'est que nous ne vont pas revenir au même niveau de conflit qu'avec les milliers de bombardements que nous avons eus. Et parce que vous savez, les protagonistes ont beaucoup souffert. Je ne pense pas que les pays du Moyen-Orient peuvent se permettre encore une guerre et cette destruction massive. Parce que les infrastructures pétro-gazières ont été atteintes
atteinte au Moyen-Orient. Et vous savez que c'est une grande zone de production de pétrole et de gaz, parce que vous avez, pour l'essentiel, vous avez les pays du Conseil de coopération du Golfe, c'est-à-dire toutes les monarchies du Golfe qui font partie, qui sont atteintes par ces destructions. Mais aussi, vous avez l'Irak et puis vous avez l'Iran qui sont touchés. Bon, donc, évidemment, c'est une bonne partie de la production mondiale qui est atteinte. Et vous savez, le problème avec les installations pétro-gazières, c'est que une fois qu'elles sont détruites, on ne peut pas les faire redémarrer immédiatement. Donc, ça va prendre encore des années et des investissements supplémentaires, sans compter tout ce qu'il faut réparer comme infrastructure civile aussi, les dommages collatéraux dont on ne parle pas assez. Donc, le coût même de la guerre pour les États-Unis, pour l'Iran et pour les pays, tous les pays qui ont été touchés, bon, évidemment, cela va quand même engendrer d'autres difficultés. Et dans les années à venir, ça va être quand même, ça va pas être la prospérité pour cette région, parce qu'il va falloir remettre l'économie à niveau, et puis il va falloir bâtir la paix et la confiance, parce que vous voyez tout ce qui était produit dans cette zone auparavant, parce que tout le monde pensait que c'était une zone sûre et à l'abri des conflits. Mais on s'est rendu compte que, évidemment, les conflits peuvent survenir partout. Et donc, cette confiance, évidemment, il faut du temps pour qu'elle revienne. Et c'est de ça que vous parlez. Et évidemment, nous sommes tous dubitatifs, mais nous pensons que nous sommes en train de voir le bout du tunnel, parce que tout le monde est fatigué, tout le monde a subi. Et je pense que les moyens financiers et même l'agenda politique ne permet pas de faire une autre guerre. Vous savez vous-même que les élections sont prévues au niveau du Congrès au mois de novembre. Ça approche à grands pas. L'inflation est en train d'augmenter dans le reste du monde. Et évidemment, pour toute démocratie, ça c'est quand même une crainte pour les dirigeants. Est-ce qu'on peut dire que cet accord, au-delà de la dimension militaire et diplomatique, est aussi un accord énergétique qui redistribue les cartes entre les grands producteurs de pétrole à travers le monde? Absolument. L'Iran est un producteur majeur de pétrole. Je pense que c'est le 4e producteur au sein de l'OPEP, mais c'est encore un plus grand producteur de gaz. Mais vous savez, l'Iran est sanctionné depuis une 30aine d'années, et évidemment, ses actifs financiers sont gelés, et évidemment, la production iranienne est en deçà de ce qu'elle pourrait être. Je pense que s'ils arrivent à bien négocier et s'ils arrivent à établir des partenariats et à établir la paix dans la sous-région, je pense que c'est tout bénéfice pour tous les pays qui sont concernés, parce que évidemment, les intérêts des uns sont liés aux intérêts des autres. Le marché du pétrole, c'est 100 millions de barils par jour. Et oui, effectivement, 100 millions de barils par jour. Et donc, comme je l'ai dit, 20% dont 1 million de barils transitent par le détroit d'Ormuz. Mais au-delà du baril de pétrole, vous avez le gaz, vous avez les produits pétrochimiques, vous avez les engrais, et surtout les produits pétrochimiques, tout ce qui est plastique, verre, tout cela provient ces intrants-là proviennent de cette zone. Donc, si la paix revient, je pense que, évidemment, les usines au niveau de l'Asie et surtout de la Chine vont pouvoir tourner à plein régime. Et vous savez que l'Inde, qui est la 4e économie mondiale, a beaucoup souffert parce qu'elle dépend énormément et ses réserves pétrolières et gazières ne sont pas aussi nombreuses que pour la Chine. Donc, l'Inde était un peu en difficulté, et ainsi que de plusieurs autres grandes économies comme la Corée, le Japon, même si le Japon a des stocks stratégiques assez importants. Donc, vous voyez, l'économie n'aime pas l'incertitude, et comme j'ai l'habitude de le dire, l'argent n'aime pas. Et si on revient vers la paix, cela va permettre quand même d'aller vers une nouvelle carte mondiale de l'énergie. Oui. Vous venez de parler tout à l'heure des pays qui doivent vraiment faire des efforts pour être au top. Et selon vous, quels grands acteurs vont devoir s'adapter le plus? Les pays du Golfe, la Russie et même les États-Unis eux-mêmes? Parce que l'économie a failli dans tous ces pays-là. Tous les continents sont en face à cause de cette crise. Tous les grands pays du monde ont eu des problèmes. Et ils sont en face maintenant
est-ce que la Russie et même les États-Unis ne vont pas devoir s'adapter le plus? Oui, mais c'est le changement. Comme vous l'avez dit, c'est la géopolitique, c'est la géostratégie et ça a affecté le monde. Ça a amené des bouleversements au niveau des cartes. Même la place de l'Iran dans le monde et au Moyen-Orient va changer. L'Iran devient maintenant dorénavant une plus grande puissance qu'elle n'était avant cette guerre. Donc vous avez parlé de la Russie, qui est quand même une des grandes gagnantes, parce que la Russie, quand même, est un important producteur de pétrole, le deuxième d'ailleurs, après les États-Unis. Mais comme vous le saviez, depuis la guerre en Ukraine, les produits soviétiques russes étaient quand même sanctionnés. Donc, ça a été une manne aussi pour la Russie de circonscrire tout cela et puis passer par des marchés parallèles pour vendre ses produits. Et évidemment, je pense que la Chine en a profité pour s'approvisionner non seulement au niveau de la Russie, mais aussi d'asseoir son leadership au niveau de l'économie mondiale, puisque c'est elle qui a assuré la stabilité. Et puis, évidemment, étant très proche de l'Iran aussi, je pense que lui intervenir aussi pour quand même aller vers la paix. Donc, je pense qu'il y a une redistribution des cartes et en même temps, ça a montré les forces et les faiblesses des grandes puissances. Mais surtout, ça montre aujourd'hui que l'économie mondiale est interconnectée. Nous sommes dans un monde globalisé et que depuis la pandémie sanitaire de la Covid, on s'est rendu compte qu'une crise d'un bout à un bout du monde peut atteindre l'autre bout du monde en une fraction de seconde. Et donc, évidemment, avec la délocalisation et la globalisation, cela fait que, évidemment, nous sommes tous affectés au même niveau, au même moment, même si ce n'est pas au même niveau. C'est la fin de la première partie de ce débat. Nous vous demandons de rester connectés. À tout de suite après la promo. Quand l'actualité dépasse la fiction, il faut des voix libres pour l'analyser. Le Grand Soir, c'est l'émission phare de Radio Kunafoni, celle où les grandes questions du moment se posent sans détour. Les crises du Sahel, les mutations géopolitiques, la diplomatie américaine en Afrique, les enjeux de la diaspora. Des experts, des journalistes, des témoins du terrain, débats, reportages, grands entretiens et musique live. Le Grand Soir. Parce que les grandes décisions méritent de grandes conversations. Radio Kunafoni, votre radio, votre monde. Merci de rester connecté avec nous sur Radio Kunafoni dans notre édition du Grand Soir qui reçoit aujourd'hui pour la première fois l'économiste malien Modibo Mao Makalou pour parler et analyser les grands enjeux de la signature de l'accord de paix entre l'Iran et les USA, de l'impact et tous les enjeux sur le continent africain, particulièrement les pays du Sahel. Alors, Monsieur Makalou, et pour un pays comme le Mali qui importe des produits pétroliers, qu'est-ce que cela peut changer très concrètement sur le budget de l'État, l'inflation, le coût du transport sur le panier de la ménagère? Mais vous avez tout dit, vous avez tout dit. Vous savez, les hydrocarbures et leurs dérivés sont le premier poste d'importation du Mali. C'est-à-dire que c'est ce que les Maliens achètent plus que toute autre chose. Vous savez, en 2024, les Maliens ont acheté pour environ 2 milliards de dollars de produits pétroliers. Et c'est 33% de tout ce que nous achetons à l'extérieur. Et comme nous n'en produisons pas du tout dans notre pays, nous achetons tout à l'extérieur. Nous sommes un pays qui n'a pas de façade maritime. Tout cela est importé. Et en même temps, les deux pays desquels nous transportons d'habitude, nous avons des difficultés sur les corridors entre Dakar et Bamako. 50% de l'approvisionnement provenait de Dakar. Bon, ce corridor est un peu en difficulté à cause de l'état des routes, la dégradation, et puis aussi des groupes armés terroristes. L'autre corridor aussi important qui est le corridor sud qui passe à travers Sikasso et qui provient en grande partie est aussi affecté par les groupes armés terroristes. Donc, vous voyez, ça pose des difficultés. Mais nonobstant tout cela, les prix des hydrocarbures ont augmenté au Mali. L'essence a augmenté de presque 9%, mais le gazole a augmenté de 30%. Et vous imaginez ce que cela peut faire en termes de hausse des prix au niveau du pouvoir d'achat du citoyen, en termes d'intrants agricoles, en termes de denrées alimentaires. Et la difficulté dans un pays comme le Mali, c'est qu'on estime que environ 40 à 70% du revenu d'un ménage est consacré à l'alimentation.
donc, quand le prix de l'alimentation augmente, des denrées, surtout des denrées de première nécessité, évidemment, le pouvoir d'achat baisse et les populations deviennent de plus en plus vulnérables. Sans compter le transport. Nous sommes un pays enclavé. Avec la hausse du prix du transport, quand le prix du transport augmente, tout augmente. Le prix des personnes et le prix des biens et des services. Parce que on en viendra sur même l'impact sur la diaspora un peu. Et cette diaspora aussi qui est africaine, qui envoie beaucoup d'argent, parce que quand il y a des situations comme ça affecte beaucoup les transferts d'argent aussi, les réseaux de transfert d'argent et tout. Et le coût du pétrole qui va plus bas, c'est parfois un peu moins de pression sur le coût du carburant, des chauffages, des transports. Quand ça augmente ici, ça réduit aussi en avoir pour la diaspora sur les envois. Parce que plus nous, on dépense ici, plus on ne peut pas faire des envois. Oui, tout à fait. Des transferts d'argent. Vous qui suivez ces questions, comment voyez-vous le rôle de la diaspora comme amortisseur de crise pour nos économies? Je suis content que vous ayez abordé cette question. Je ne sais pas si vous le savez, c'est une heureuse coïncidence. Aujourd'hui, le 16 juin, c'est la journée de l'envoi des fonds de la diaspora. Voilà. Donc, j'ai beaucoup intervenu et fait beaucoup d'analyses là-dessus aujourd'hui. Et vous savez, l'Afrique, l'année dernière, il a été estimé que l'Afrique a reçu par les circuits officiels 100 milliards de dollars US. 100 milliards de dollars US. Et, très important pour l'économie africaine. Oui, ça c'est parmi les circuits officiels, mais je pense que même par les voies non officielles, c'est encore il y a beaucoup plus d'argent. Je pense qu'il y a au moins autant d'argent, sinon plus. Mais vous avez souligné un point assez important et sur lequel j'aimerais vraiment échanger, ou en tout cas me lancer un peu. C'est le transfert des fonds. Vous savez, l'Afrique, c'est entre 5 et 8%. C'est la zone du monde où les transferts d'argent coûtent le plus cher. C'est inadmissible. Vous l'avez dit. Ce sont les fonds que les diasporas ont accumulés à la sueur de leurs fonds qu'on envoie au pays, qui servent surtout à la consommation aussi. Même moi, j'aurais souhaité que ça aille vers le secteur productif, vers les investissements structurants. Et je pense que de plus en plus, les bons de la diaspora, qu'on appelle diaspora bonds, c'est des obligations auxquelles la diaspora souscrit pour le développement des pays. C'est surtout les pays anglophones qui sont en avance là-dessus, notamment le Nigeria et le Ghana. Mais il y a une bonne nouvelle. La semaine dernière, le Burkina a pu lever 150 milliards de francs CFA à travers sa diaspora pour une centrale électrique et aussi une zone agro-industrielle. L'objectif initial, c'était 125 milliards, mais ils ont pu obtenir 150 milliards. Donc, je pense que tout cela sont quand même des indications que quand la confiance règne entre les populations et les dirigeants, évidemment, on peut mobiliser les ressources et que nous n'avons pas toujours besoin d'aller vers sources de financement extérieur des pays étrangers. Et vous l'avez dit, la diaspora quand même arrive à mobiliser assez, mais encore faut-il rassurer la diaspora et puis baisser le coût de ces transferts. Et parce que ce sont des flux stables qui viennent vers le pays. Mais comme vous l'avez dit, avec la conjoncture, s'il y a des difficultés en Occident, et évidemment cela a un impact sur l'emploi et sur l'inflation, évidemment cela aura un impact aussi sur les fonds de la diaspora. Mais les études ont indiqué quand même que même à travers la Covid, que les fonds n'ont pas substantiellement baissé, que la diaspora a toujours quand même envoyé en grande partie ce qu'elle envoyait d'habitude. Et ces fonds sont plus importants que l'aide publique au développement et les investissements directs étrangers. J'allais rebondir sur la question encore. Est-ce que les États africains mesurent suffisamment l'importance stratégique de la diaspora? Est-ce qu'ils en ont conscience? Vous venez de relater le cas du Burkina et moi, je l'ai suivi un peu et pour la simple raison que j'ai travaillé avec un groupe de la diaspora burkinabé qui réside en Europe. J'avais travaillé comme consultante avec le groupe et l'objectif c'était sensibiliser beaucoup la jeunesse burkinabé qui vit à l'extérieur du Burkina Faso pour des projets dans l'agrobusiness et aussi les inciter au retour
également et pour aller devenir investir aussi dans ce secteur de l'agrobusiness. Et donc, je pense qu'ils ont commencé à faire cette sensibilisation depuis plus de 2 ans maintenant. Et voilà, vous venez de dire tout à l'heure là que voilà, ils ont mobilisé des fonds et ça, c'est une expérience extraordinaire. Quand même, nous sommes des pays du Sahel et la configuration et les problèmes sont similaires, mais je pense que nos dirigeants aussi devraient réfléchir à des choses comme ça. Que les États africains mesurent suffisamment l'importance stratégique même de la diaspora? Non, je ne pense pas, même si politiquement ça fait bon effet, on fait des forats, on fait des symposiums, mais même l'aspect économique, c'est ce qui est palpable, comme vous venez de le dire. Bon, j'ai oublié de mentionner que le Sénégal aussi a levé des fonds de la diaspora assez importants, je pense 200 milliards, si ma mémoire est bonne. Donc, ça vient petit à petit. Et la semaine dernière seulement, le gouvernement ivoirien aussi a annoncé un projet pour comment mobiliser les fonds de la diaspora pour les projets structurants. Donc, de plus en plus, les États commencent à prendre la dimension stratégique de cela, mais évidemment, c'est de l'économie, c'est de la finance, c'est basé sur de la confiance, c'est basé sur de l'information réelle. L'accès à l'information fait souvent défaut et je pense que, évidemment, les gouvernements devraient faire savoir davantage les initiatives qu'ils envisagent pour quand même favoriser la diaspora au niveau des investissements au niveau du pays, nationaux. Et par exemple, si je parle des pays du Sahel, par exemple, dans le secteur en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, pratiquement tous nos pays sont des producteurs miniers, mais encore, il y a assez de participation à prendre au niveau du secteur minier. Évidemment, malheureusement, les secteurs bancaires ne financent pas assez les participations au niveau du secteur minier. Nous sommes la plus grande zone de production d'or en Afrique de l'Ouest. Donc, il va falloir quand même mobiliser la diaspora encore par rapport à cela pour prendre des participations au niveau des mines d'or parce que vous-même, vous voyez le cours de l'or, comment il augmente, à quel niveau c'est aujourd'hui et que c'est une valeur refuge. Et évidemment, l'or est un actif liquide. Et cet actif liquide, évidemment, ça permet de faire des investissements, mais ça permet aussi de se prémunir contre le temps. On ne perd jamais en valeur sur les grands marchés. Rarement. Voilà, le mieux sûr, c'est l'investissement. Nos parents l'ont compris depuis la nuit des temps, malgré qu'il y a toute cette structure économique et tout ça, et les femmes investissaient. Et quand on fait des travaux, machin, tout ça, on a un peu d'argent, on achète de l'or et puis on garde à la maison. Et c'est de l'investissement sûr qui ne perd jamais de sa valeur, en fait. Voilà, moi je pense que aussi on a parlé d'agrobusiness, on a parlé de jeunesse. Le dernier point de ce débat, c'est chaque fois quand vous venez dans les débats, on a remarqué que vous évoquez la nécessité de financer les ambitions de la jeunesse africaine. Est-ce que en ce type de période, des moments où les tensions se relâchent un peu, où les marchés respirent, devrait-elle utiliser pour investir davantage dans la jeunesse plutôt que juste pour combler des trous budgétaires, malgré que nos pays du Sahel sont actuellement confrontés à vraiment un défi sécuritaire sans précédent, mais qu'est-ce que nos États peuvent faire malgré tout ça? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour mettre en confiance la jeunesse, pour au moins un peu freiner aussi le départ des jeunes comme ça, de freiner la route, de fermer un peu la route de l'immigration? Mais vous savez, l'Afrique a la population la plus jeune au monde. L'âge médian en Afrique est de 19 ans. Tandis que dans le reste du monde, il est de 32 ans. En Europe, il est de 42 ans, l'âge médian. Donc, vous voyez que nous avons un défi au niveau de la démographie. Mais quand vous nous parlez du Sahel, le Sahel a le taux de démographie le plus élevé au monde. Le Mali, le Burkina, le Niger, notre population double tous les 25 ans. Hein? Et la moitié de la population a moins de 15 ans. Donc, vous voyez que nous devons, non seulement l'Afrique, mais le Sahel en particulier, nous devons transformer ce défi démographique en dividende démographique. Comment? Que
cette jeunesse soit porteuse d'espérance. Ça veut dire qu'il faut de la paix et de la sécurité, il faut des infrastructures de base, il faut, en dehors de la paix et le développement, c'est-à-dire qu'il faut des services sociaux de base, accès à l'éducation, à la santé, à l'énergie, à l'eau potable. Vous voyez, tous ces défis et à la nutrition. Vous voyez, l'Afrique aujourd'hui est le seul continent qui n'arrive toujours pas à se nourrir, alors qu'il possède 65% des terres arabes non cultivées. Comment vous pouvez comprendre cela? Nous avons l'eau, nous avons le soleil, nous avons tout ce qu'il faut, nous avons les bras valides. Mais malheureusement, nous continuons à acheter à l'extérieur du continent un tiers des denrées alimentaires que nous consommons. Et vous savez, c'est le fameux universitaire kenyan Ali Mazrui qui avait dit au début des années que l'Afrique consomme ce qu'elle ne produit pas et produit ce qu'elle ne consomme pas. Ça veut dire que les produits que le colon a introduits chez nous, ce sont des produits de rente qui sont exportés bruts et qui sont transformés ailleurs et puis qu'on nous revend ou qui sont revendus ailleurs. Et nous avons besoin aujourd'hui, et l'Afrique a pris vraiment la dimension de cela aujourd'hui. Et vous avez parlé de la dette, et elle est très importante parce que le service de la dette aujourd'hui affecte beaucoup les pays africains qui consacrent 2/3 de leurs ressources budgétaires à rembourser la dette, et ce qui leur laisse seulement 1/3 pour tout le reste. Évidemment, cela ne permet pas de construire un avenir radieux et une prospérité partagée pour les Africains. Et les coûts des facteurs de production sont parmi les plus élevés en Afrique. Je l'ai dit, le coût d'accès aux infrastructures de base, comment lier les zones de production aux zones de consommation, comment faire aussi que l'électricité soit disponible et à un coût raisonnable, et comment avoir des ouvriers spécialisés, des techniciens, des ingénieurs dans les domaines dans lesquels nous produisons. Nous avons des matières premières. Le Mali est le premier producteur africain de coton, mais nous transformions il y a 5 ans 2% de notre coton. Aujourd'hui, nous transformons moins de 1%. Maintenant, nous sommes plus producteurs africains de lithium, mais même avec ça, nous transformons très peu ce lithium. Donc, ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Je peux parler du cacao africain. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. 75% du cacao mondial est produit en Afrique, mais moins de 5% des revenus reviennent aux pays africains, aux paysans africains. Donc, il faut que nous allions vers ce processus de transformation, c'est-à-dire la transformation structurelle, quitter les secteurs à faible valeur ajoutée, aller vers les secteurs à plus haute valeur ajoutée. Ça veut dire qu'il faut aller vers l'industrialisation, créer des produits semi-finis et des produits finis, ce qui va nous permettre d'augmenter les revenus de la filière, c'est-à-dire de tous ceux qui interviennent au niveau des filières, que ce soit le coton, que ce soit le cacao, que ce soit le riz, que ce soit l'uranium, et aussi qui va permettre de créer des emplois pour cette jeunesse africaine qui est très importante. Alors, pour terminer, M. Makalou, si vous deviez adresser un message en 2 parties, d'abord aux dirigeants africains et ensuite à la diaspora africaine qui nous écoute partout dans le monde, quel serait ce message à la lumière de cet accord USA-Iran et à ce G7 déviant? Ce G7 déviant, en principe, nous sommes représentés par l'Afrique du Sud, mais bon, j'ai surtout vu le président Ruto du Kenya. Mais quel que soit Alpha, je pense que l'Afrique, quand même, le message de l'Afrique sera porté. Et je pense que nous devrions faire en sorte que on ne peut pas occulter l'Afrique des affaires du monde aujourd'hui. Et évidemment, quand l'ordre mondial actuel, on le mettait en place après juste avant la Seconde Guerre mondiale, les institutions de Bretton Woods, quand on créait les Nations Unies à la fin de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, il n'y avait que 4 pays africains qui étaient indépendants. Aujourd'hui, vous en avez 55 qui sont indépendants. L'Afrique constitue 18% de la population mondiale. Donc, tout ce que je demande, c'est aux dirigeants de créer les conditions pour que la diaspora, c'est-à-dire un environnement stable, un environnement qui est stimulant pour la diaspora, qui va donner confiance à la diaspora, la motiver à travailler vers le continent. Ce ne sont pas seulement les ressources financières, mais c'est même le transfert des connaissances aussi, tout cela. Mais ça ne peut pas se faire si, évidemment, on n'est pas dans de bonnes conditions, si l'environnement n'est pas stable et si l'environnement n'est pas pérenne aussi. Pensez-vous que c'est faisable, au moins, s'il y a un espoir en plus? C'est une question de vision, de leadership,
visionnaire. Et évidemment, si vous voulez bâtir la prospérité dans votre pays, vous devez savoir qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte l'apport de la diaspora en termes de ressources financières et en termes de transfert des compétences et du savoir. Merci beaucoup, Monsieur Modibo Makalou, pour ces éclairages. Nous retiendrons de ce grand débat que cet accord cadre entre les États-Unis et l'Iran ouvre une fenêtre d'accalmie, mais qui ne nous dispense pas de réfléchir en Afrique à notre propre souveraineté économique, à notre intégration régionale et à la protection des plus vulnérables. Merci à vous tous, les auditeurs qui nous écoutent là, de partout en Afrique, la diaspora africaine de l'Europe. Merci d'être vraiment avec nous. C'est pratiquement le premier grand débat de Radio Kunafoni qui a été inauguré aujourd'hui